Installez-vous confortablement et oubliez tout le reste. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez-vous porter par l'histoire. Prêt pour le voyage? C'est parti. Le diadème de Béryl. Mon cher Holmes, dis-je un matin en regardant par la fenêtre, voilà un fou qui passe dans la rue. C'est vraiment fâcheux que ses parents le laissent sortir seul. Mon ami se leva paresseusement, les mains dans les poches de sa robe de chambre, et s'approcha de moi pour regarder par-dessus mon épaule. C'était par une belle matinée de février. Le froid était piquant, et la neige de la veille, couvrant encore le sol, étincelait au pâle soleil d'hiver. Au milieu de la rue, elle avait été piétinée et foulée, et était devenue brunâtre. Mais sur les bords et sur les tas où on l'avait rejetée pour dégager les trottoirs, elle était immaculée. Les dalles grises avaient été balayées et grattées, mais restaient très glissantes, de sorte qu'on évitait d'y passer. Par le fait, dans la direction de la station du métropolitain, on ne voyait venir personne, excepté l'individu dont l'allure excentrique avait attiré mon attention. C'était un homme d'environ 50 ans, grand, massif et imposant, au visage large, aux traits vigoureux. Sa mine était sévère mais soignée. Une redingote noire, un chapeau irréprochable, des guêtres brunes et un pantalon gris perle de coupe excellente. Cependant, ses actions étaient en contradiction absolue avec la dignité de sa personne et de sa mise, car il courait de toutes ses forces, faisant de temps en temps un petit saut, comme un homme fatigué et qui n'est pas habitué à marcher au pas de course. Tout en courant, il gesticulait avec les mains, secouait la tête et faisait les grimaces les plus extraordinaires. Que diable peut-il bien avoir? Il regarde les numéros des maisons. Je crois qu'il vient ici, dit Holmes se frottant les mains. Ici? Oui. J'ai comme une idée qu'il vient me consulter. Il me semble reconnaître les symptômes de la plus grande perplexité. Tenez, ne vous l'avais-je pas dit? L'homme, en effet, tout essoufflé, courait droit à la porte, saisissait la sonnette dont les tintements résonnèrent bientôt dans toute la maison. Un instant après, il était dans la pièce, toujours essoufflé, toujours gesticulant, mais avec une telle expression de chagrin et de désespoir que, cessant de rire, nous fûmes saisis d'horreur et de pitié. Pendant quelques minutes, il lui fut impossible de parler, il se balançait de droite à gauche et s'arrachait les cheveux comme un homme qui a perdu la raison. Puis soudain, se levant d'un bond, il se jeta la tête contre le mur avec une telle violence que nous dûmes nous précipiter sur lui et le garder de force au milieu de la pièce. Sherlock Holmes le fit asseoir dans un fauteuil, se plaça à côté de lui et, lui frappant dans la main, tâcha de le réconforter avec ce ton enjoué qu'il savait si bien employer. « Vous êtes venu pour me dire votre histoire, n'est-ce pas? Vous êtes fatigué par votre course. Attendez que vous vous soyez remis, et alors nous serons trop heureux d'étudier le petit problème que vous nous aurez exposé. » La poitrine haletante, l'homme luttait encore contre son émotion. Enfin, passant son mouchoir sur son front, il serra les lèvres et nous regarda. « Vous devez me croire fou, dit-il. Je vois que vous êtes sous le coup de quelque grand malheur, répondit Holmes. Ah, Dieu sait, un malheur si soudain et si terrible que c'est à en devenir fou. J'aurais pu supporter un déshonneur public, quoique je sois un homme dont la réputation n'a jamais subi la moindre atteinte. J'aurais pu supporter un malheur de famille, car c'est le lot de tout homme. Mais les deux réunis et sous une forme aussi terrible, c'est trop. Mon cœur en est brisé, et puis je ne suis pas seul en jeu. Les plus grands personnages du royaume peuvent en pâtir, si on ne trouve pas moyen d'arranger cette horrible affaire. Remettez-vous, monsieur, dit Holmes, et veuillez me dire exactement qui vous êtes et ce qui vous est arrivé. Mon nom, répondit notre hôte, vous est probablement connu. Je suis Alexandre Holder, de la maison de banque Holder et Stevenson, de Threadneedle Street. Le nom m'était en effet connu pour être celui du principal associé de l'une des plus importantes banques particulières de la cité. Que pouvait-il donc être arrivé pour mettre en ce pénible état un des premiers citoyens de Londres? Notre curiosité était excitée au dernier point. Enfin, notre visiteur fit un nouvel effort et commença ainsi son histoire. « Je sens que le temps est précieux, dit-il. C'est pourquoi je me suis hâté de venir quand l'inspecteur de police m'a suggéré l'idée d'obtenir votre coopération. J'ai sauté dans le métropolitain et de la gare je suis venu à pied en courant, parce que les fiacres ne vont pas vite par cette neige. Voilà pourquoi je suis si essoufflé,
car je n'ai pas l'habitude de faire beaucoup d'exercices. Je me sens mieux maintenant, et je vais vous exposer les faits succinctement, mais aussi clairement que possible. Vous savez, naturellement, que pour réussir en matière de banque, il est aussi important de trouver de bons placements pour nos fonds, que d'augmenter nos relations et notre clientèle de déposants. Un des placements les plus lucratifs est le prêt d'argent contre une garantie sûre. Nous avons fait beaucoup de prêts de ce genre pendant ces dernières années, et il y a beaucoup de nobles familles à qui nous avons avancé de grosses sommes contre le dépôt de leur tableau, de leur bibliothèque ou de leur vaisselle plate. Hier matin, j'étais dans mon cabinet à la banque quand on m'apporta une carte de visite. Je bondis en lisant le nom, car c'était celui, mais même vis-à-vis de vous, il faut être discret, et je me contenterai de vous dire que c'était un nom universellement connu, un des premiers d'Angleterre. Étourdi par cet honneur, je balbutiai quelques mots à mon visiteur lorsqu'il parut, mais lui entra immédiatement en matière de l'air d'un homme qui veut en finir le plus vite possible avec une affaire désagréable. « Monsieur Holder, dit-il, on m'a dit que vous faisiez des avances d'argent. La maison y consent quand la garantie est bonne. J'ai absolument besoin d'avoir 50 000 livres tout de suite. Je pourrais évidemment en emprunter 10 fois autant à mes amis, mais je préfère de beaucoup avoir recours à une banque et faire l'affaire moi-même. Dans ma position, vous comprendrez qu'il n'est pas agréable de devenir l'obligé d'autrui. Pour combien de temps avez-vous besoin de cet emprunt? Lundi prochain, une grosse somme m'est due, et je vous rembourserai sûrement avec l'intérêt que vous aurez fixé. Mais il est tout à fait essentiel que j'aie l'argent sur l'heure. Je serais heureux de vous en faire l'avance de mes propres fonds, sans plus de pourparlers, si la somme n'était pas vraiment un peu trop forte. D'un autre côté, si je la fais au nom de la maison, je dois à mon associé de prendre, même avec vous, toutes les garanties d'usage. C'est bien ainsi que je l'entends, dit-il, en prenant un grand écrin de maroquin noir qu'il avait déposé à côté de sa chaise. Vous avez sans doute entendu parler du diadème de Berils, un des plus précieux joyaux de la couronne. Justement, il ouvrit l'écrin et me montra ressortant sur un beau velours couleur de chair le magnifique bijou en question. Il y a 39 énormes bérils, et le prix de la monture en or est incalculable. L'estimation la plus basse équivaudrait au double de la somme que je vous demande. Je vous laisserai ce diadème en garantie. Je pris la précieuse boîte entre mes mains, et je regardais avec une certaine perplexité mon illustre visiteur. « Vous doutez de sa valeur ?» dit-il. « Pas du tout. Je me demande seulement, Paris, si je n'ai pas tort de vous donner ce gage, vous pouvez être tranquille là-dessus. Je n'y aurais pas songé un instant s'il n'était absolument certain que je pourrais vous le reprendre dans 4 jours. Ce n'est qu'une question de forme. Trouvez-vous le gage suffisant? Amplement. Vous comprenez, monsieur Holder, que je vous donne une grande preuve de confiance, et cette confiance est basée sur tout ce qu'on m'a dit de vous. Je compte que non seulement vous serez discret et empêcherez tout racontard là-dessus, mais surtout que vous prendrez les plus grandes précautions pour que le bijou soit en sûreté. Il est inutile de dire que si le moindre accident arrivait à ce joyau, cela produirait un gros scandale. Et le moindre accident serait aussi grave que la perte totale, car il n'y a pas au monde de béryl comparable à ceci. Néanmoins, je vous laisse le diadème en toute confiance, et je viendrai moi-même le reprendre lundi matin. Voyant mon client pressé de partir, je crus inutile de répondre, et appelant mon caissier, je lui donnai l'ordre de verser 50 billets de 1000 livres. Lorsque je me retrouvai seul, ensuite, avec le précieux écrin sur la table devant moi, je ne pus m'empêcher de trembler un peu en présence de l'immense responsabilité que j'avais assumée. Il était bien certain que, ce bijou étant un bien national, un horrible scandale éclaterait si malheur lui arrivait. Je regrettais déjà d'avoir consenti à m'en charger. Néanmoins, il était trop tard pour revenir là-dessus. Je l'enfermai dans mon coffre-fort particulier, et je me remis au travail. Quand vint le soir, il me sembla imprudent de laisser derrière moi au bureau un objet aussi précieux. Des coffres-forts de banquiers ont déjà été forcés, et qui prouvaient que le mien ne le serait pas. Dans ce cas, quelle terrible position que celle où je me trouverais. Je résolus donc d'importer l'écrin chaque jour, de façon à ce qu'il fût toujours réellement sous ma main. À cet effet, j'hélai un fiacre, et je rentrai chez moi à Streatham, avec le précieux bijou. Je ne respirais à l'aise que lorsque je l'eus déposé en sûreté au premier étage, et que je l'eus enfermé dans le bureau de mon cabinet de toilette. Et maintenant, un mot sur ma maison, monsieur Holmes.
car je désire que vous vous rendiez bien compte de la situation. Mon valet de chambre et mon groom couchent au dehors, et ils sont hors de cause. J'ai 3 domestiques femmes qui sont chez moi depuis des années, et dont l'honnêteté absolue est au-dessus de tout soupçon. Une autre, Lucie Pauve, la seconde femme de chambre, n'est à mon service que depuis quelques mois. Elle avait d'excellents certificats, et j'ai été jusqu'ici parfaitement satisfait d'elle. C'est une très jolie fille, dont les admirateurs ont été vus plus d'une fois aux abords de chez moi. Mais je crois toutefois que cette fille est honnête dans toute l'acception du mot. Voilà pour les domestiques. Ma famille elle-même est si réduite que la description n'en sera pas longue. Je suis veuf et je n'ai qu'un fils, Arthur. Il a été une déception pour moi, monsieur Holmes, une triste déception. Certainement, je ne suis pas sans reproche. On dit que je l'ai gâté. C'est bien possible. Quand j'eus perdu ma femme bien-aimée, cet enfant était tout ce qui me restait au monde. Je ne pouvais supporter de le voir soucieux un seul instant. Je ne lui ai jamais rien refusé. Peut-être aurait-il mieux valu, pour nous deux, que j'eusse été plus sévère. Et si je n'ai pas réussi à le bien élever, du moins avais-je bonne intention. Je désirais naturellement qu'il me succédât à la banque, mais il n'avait pas l'esprit tourné aux affaires. Il était violent, entêté, et pour dire la vérité, je ne pouvais lui confier de grosses sommes d'argent. Il devint membre d'un cercle aristocratique où, grâce à ses charmantes manières, il se fit l'ami intime d'une quantité de jeunes gens ayant de grosses fortunes et des habitudes dispendieuses. Il se mit à jouer gros jeux et à parier aux courses, si bien qu'il dut souvent avoir recours à moi pour payer des dettes d'honneur. Il essaya plusieurs fois de quitter cette dangereuse compagnie, mais chaque fois, l'influence de son ami, Sir George Burnwell, l'y ramena. Et vraiment, je ne m'étonne pas qu'un homme comme Sir George Burnwell ait pris une telle influence sur lui, car il venait souvent chez moi et j'avoue qu'il me plaisait infiniment. Il est plus âgé qu'Arthur et est homme du monde jusqu'au bout des ongles. Il a été partout, il a tout vu, il est brillant causeur et vraiment beau garçon. Cependant, quand j'y pense de sang-froid et qu'il n'est plus là pour exercer sur moi sa séduction, je suis convaincu par son langage cynique et certaines lueurs que j'ai saisies dans ses yeux qu'il faut s'en méfier profondément. C'est mon opinion, et c'est aussi l'opinion de ma petite Marie, qui a déjà le jugement d'une femme. Et il ne reste plus qu'elle à vous décrire. C'est ma nièce. Quand mon frère mourut il y a 5 ans, cet enfant restait seul au monde. Je l'ai adoptée et l'ai depuis regardée comme ma fille. C'est mon rayon de soleil. Elle est douce, tendre, charmante, excellente ménagère, maîtresse de maison parfaite, et cependant aussi tranquille, aimable et sensible que femme peut l'être. Elle est mon bras droit, je ne sais ce que je deviendrais sans elle. Elle ne m'a résisté que sur un seul point. 2 fois, mon fils l'a demandée en mariage, car il l'aime tendrement, mais chaque fois, elle l'a refusé. Je crois que si quelqu'un avait pu le ramener dans le droit chemin, c'est elle, et que ce mariage l'aurait transformé. Mais hélas, maintenant il est trop tard à jamais. Maintenant, monsieur Holmes, vous connaissez tous ceux qui vivent sous mon toit, et je vais poursuivre ma triste histoire. En prenant le café, au salon après le dîner, je racontai l'aventure à Arthur et à Marie, et leur dis le précieux trésor que j'avais rapporté, m'abstenant seulement de nommer mon client. Je suis sûr que Lucie Poe, qui avait servi le café, était partie. Mais je ne pourrais pas jurer que la porte fût fermée. Marie et Arthur m'écoutèrent avec beaucoup d'intérêt et auraient voulu voir le fameux diadème. Mais je jugeais plus sage de n'y pas toucher. Où l'avez-vous mis demanda Arthur. Dans mon bureau. Eh bien, je souhaite que les voleurs n'entrent pas dans la maison cette nuit, dit-il. Il est fermé à clé. Oh, n'importe quelle clé l'ouvrirait. Quand j'étais enfant, je l'ai ouvert avec la clé de l'armoire de la chambre de débarras. Il disait souvent ainsi des bêtises, et je ne fis pas attention à cette phrase. Mais il me suivit dans ma chambre cette nuit-là avec un air très grave. Écoutez, papa, dit-il, les yeux baissés. Pourriez-vous me donner 200 livres? Non, je ne puis pas, lui répondis-je vivement. Je n'ai été que trop généreux avec vous jusqu'ici. Vous avez été très bon, je le sais. Mais il me faut cet argent à tout prix. Autrement, je ne pourrai plus me montrer au cercle. Eh bien, j'en serais fort aise. Oui. Mais vous ne voudriez pas que je le quitte comme un homme déshonoré. Je ne puis supporter cette idée. Il me faut l'argent, de toute façon, et si vous ne voulez pas me le donner, je serai obligé de chercher ailleurs. Vous n'aurez pas un centime de moi, lui criai-je en colère,
car c'était sa troisième demande depuis le commencement du mois. Quand il fut parti, j'ouvris mon bureau pour m'assurer que mon trésor était en sûreté, et je le refermai soigneusement à clé. Je commençai alors la visite de la maison pour voir si tout était bien clos. C'est un devoir que je laisse ordinairement à Marie, mais que je préférais accomplir moi-même ce soir-là. En descendant, j'aperçus Marie à la fenêtre de l'antichambre, fenêtre qu'elle referma lorsqu'elle m'entendit. « Dites-moi, papa, me dit-elle d'un air qui me sembla un peu troublé. Avez-vous permis à Lucie de sortir ce soir ? Certainement non. Elle vient de rentrer par la porte de derrière. Je pense bien qu'elle n'a été que jusqu'à la grille pour voir quelqu'un. Mais cela ne me paraît pas admissible quand même, et il me semble qu'il ne faut pas lui permettre ses sorties. Parlez-lui demain matin ou je le ferai moi-même, si vous le préférez. Êtes-vous sûr que tout est bien fermé ? Tout à fait sûr, papa. Alors, bonne nuit. Je l'embrassai et montai dans ma chambre, où je m'endormis bientôt. Comme vous le voyez, monsieur Holmes, j'entre dans les moindres détails. Malgré cela, j'espère que vous me questionnerez sur tout ce qui vous paraîtrait obscur. Je trouve votre récit parfaitement clair. Jeune arrive au point intéressant. Je ne suis pas un profond dormeur, et comme j'étais préoccupé, mon sommeil devait être encore plus léger que de coutume. Vers 2 heures du matin, je fus réveillé par un bruit qui semblait venir de la maison. Le bruit avait cessé avant que je fusse bien éveillé, mais j'avais eu l'impression d'une fenêtre fermée doucement. Je restai couché, écoutant de toutes mes oreilles. Soudain, quelle ne fut pas mon horreur en entendant distinctement des pas étouffés dans la pièce voisine. Je me glissai hors de mon lit, tout palpitant de frayeur, et je regardai dans mon cabinet de toilette par la porte entr'ouverte. « Arthur !» criai-je. « Brigand, bandit ! Comment oses-tu toucher à ce diadème ?» Le gaz brûlait à moitié comme je l'avais laissé, et mon malheureux fils, vêtu seulement d'une chemise et d'un pantalon, était là debout près de la lumière, tenant le diadème entre ses mains. Il semblait mettre toutes ses forces à le briser ou à le tordre. À mon cri, il le lâcha et devint pâle comme la mort. Je saisis le bijou et l'examinai. Une des extrémités manquait avec 3 pierres. « Misérable, tu l'as brisé, tu m'as déshonoré pour toujours. Où sont les pierres que tu as volées ? » « Volées ! Paris ! Oui, voleur !» criai-je fou de rage en le secouant par l'épaule. « Il n'en manque pas une. Il ne peut pas en manquer, dit-il. Il en manque 3, et tu sais où elles sont. Faut-il te qualifier de menteur aussi bien que de voleur ? Ne t'ai-je pas vu essayant de briser un second morceau du diadème ? C'en est trop, dit-il. Plus un seul mot de cette affaire, et puisque vous avez trouvé bon de m'insulter, je quitterai votre maison demain matin et ferai tout seul mon chemin dans le monde. Tu quitteras la maison entre les mains de la police. Cette affaire sera tirée au clair. Vous n'apprendrez rien de moi, s'écria-t-il avec une émotion qui me surprit. S'il vous plaît d'appeler la police, que la police fasse une enquête. À ce moment, toute la maison était sur pied, car dans ma colère, j'avais élevé la voix. Mary arriva la première. À la vue du diadème et du visage d'Arthur, elle comprit la vérité, et poussant un cri, elle tomba sans connaissance. J'envoyai chercher la police, et je remis l'affaire entre ses mains. Quand l'inspecteur et l'agent de police entrèrent, Arthur, qui était resté là les bras croisés, me demanda si j'avais l'intention de l'accuser de vol. Je répondis que ce n'était plus une affaire privée mais publique, puisque le diadème brisé était propriété nationale. J'étais décidé à laisser faire la justice. Au moins, dit-il, vous ne me ferez pas arrêter tout de suite. Il serait de votre intérêt, comme du mien, de me permettre de m'absenter ne fût-ce que 5 minutes, pour te sauver ou peut-être cacher ce que tu as volé. Et alors, essayant de l'attendrir par l'horreur de la situation, je le suppliais de penser que non seulement mon honneur, mais aussi celui d'un autre, bien au-dessus de moi, était en jeu, que lui, mon fils, risquait de provoquer un scandale qui révolutionnerait le pays. Il pouvait l'empêcher s'il me disait ce qu'étaient devenues les 3 pierres perdues. « Ne t'y trompe pas, ajoutai-je, tu as été pris sur le fait, et ton aveu ne saurait empirer ton cas. Mais si tu répares ta faute dans la mesure du possible, en nous disant où sont les Beryl, tout sera oublié et pardonné. Gardez votre pardon pour ceux qui vous le demandent, répondit-il en me tournant brusquement le dos, et je vis qu'il était trop résolu pour que mes paroles puissent l'ébranler. Il n'y avait plus à hésiter. J'appelai l'inspecteur et le lui remis entre les mains. On fouilla sur le champ non seulement sa personne, mais sa chambre, et chaque endroit de la maison où il aurait pu cacher les joyaux. Mais on n'en trouva aucune trace, et le malheureux garçon refusait d'ouvrir la bouche,
malgré mes supplications ou nos menaces. On l'a mis au cachot ce matin, et après avoir accompli diverses formalités à la police, je suis accouru vous voir pour vous demander d'éclaircir ce mystère. La police avoue qu'elle n'y comprend rien. Vous pouvez faire toute dépense qui vous paraîtra utile. J'ai déjà promis une récompense de 1 000 livres. Mon Dieu, que vais-je devenir? J'ai perdu mon honneur, les pierres et mon fils en une seule nuit. Que je suis malheureux. Il prit sa tête entre ses mains et se balança de droite à gauche en geignant doucement comme un enfant. Herschel Holmes resta silencieux quelques minutes, les sourcils froncés, les yeux rivés au feu. « Recevez-vous beaucoup ?» demanda-t-il. « Personne, excepté mon associé et sa famille, et parfois un ami d'Arthur. Sir George Burnwell est venu souvent ces temps-ci. Personne d'autre, je crois. Allez-vous beaucoup dans le monde ? Arthur, oui. Mais Mary et moi, nous restons à la maison. Aucun de nous deux ne tient à sortir. C'est rare chez une jeune fille. Elle a déjà 24 ans et est d'une nature tranquille. D'après vous, cette affaire l'a beaucoup émue ? Oui, elle en est même plus affectée que moi. Aucun de vous deux n'a de doute sur la culpabilité de votre fils ? Comment pourrions-nous en avoir, puisque je l'ai vu de mes propres yeux avec le diadème entre les mains ? Je ne considère pas cela tout à fait comme une preuve décisive. Est-ce que le reste du diadème était abîmé ? Oui, il était tordu. Ne pensez-vous pas qu'il essayait peut-être de le redresser ? Oh, Dieu vous bénisse. Vous faites ce que vous pouvez pour moi et pour lui. Mais c'est une trop lourde tâche. D'abord, qu'avait-il à faire là ? Si c'était dans un but innocent, que ne l'a-t-il dit ? Justement. Et s'il était coupable, pourquoi n'a-t-il pas inventé une histoire ? Son silence peut être interprété de 2 façons. Il y a différents points bien singuliers dans cette affaire. Qu'est-ce que la police a pensé du bruit qui vous a réveillé ? Ils disent que c'était probablement Arthur fermant sa porte. Bien invraisemblable. Comme si un homme sur le point de commettre une telle félonie fermerait sa porte de manière à réveiller toute une maison. Que disent-ils de la disparition des pierres ? On sonde encore les planchers et les meubles dans l'espoir de les trouver. Ont-ils pensé à chercher au dehors ? Oui. Oh, ils ont montré une activité extraordinaire. Tout le jardin a déjà été minutieusement examiné. Voyons, mon cher monsieur, est-ce qu'il ne vous saute pas aux yeux que cette affaire est bien plus mystérieuse qu'elle n'a paru tout d'abord à la police ? Ou à vous ? Cela vous a semblé simple au début ? Pour moi, c'est au contraire complexe. Voyez ce qu'implique votre théorie. Vous supposez que votre fils est sorti de son lit, est entré à grand risque dans votre cabinet de toilette, a ouvert votre bureau, a pris le diadème, en a cassé une partie, est allé dans quelques autres endroits et y a caché 3 des 39 pierres avec tant d'habileté que personne ne peut les trouver. Qu'il est ensuite retourné avec les 36 autres pierres dans cette pièce où il avait toutes les chances possibles d'être découvert. Je vous le demande, une telle théorie est-elle soutenable ? Alors, quelle est la vôtre ? Dit le banquier avec désespoir. S'il n'avait pas de mauvaises intentions, pourquoi ne s'explique-t-il pas ? C'est à nous de trouver la raison de ce silence, répliqua Holmes. Si vous le voulez bien, monsieur Holder, nous irons ensemble à Streatham, et nous passerons 1 heure à examiner les lieux. Mon ami insista pour que je fisse partie de l'expédition, ce que je désirais vivement, car ma curiosité et ma sympathie étaient vivement excitées par l'histoire que nous venions d'entendre. J'avoue que la culpabilité du fils du banquier me paraissait aussi évidente qu'à son pauvre père, mais j'avais tant de confiance dans le jugement de Holmes que je me reprenais à espérer avec lui. Il ne dit, pour ainsi dire, pas un mot pendant tout le trajet. Il resta plongé dans les plus profondes réflexions, la tête penchée sur la poitrine, le chapeau baissé sur les yeux. Notre client semblait avoir repris un peu courage à la lueur d'espoir qu'on lui avait donnée, et il causa même un peu avec moi de son affaire. Un court trajet en chemin de fer, une promenade à pied plus courte encore, nous amena à Fairbank, la modeste résidence du grand financier. Fairbank était une maison carrée, assez grande, en pierre blanche, située à quelque distance de la route. Une double allée carrossable, autour d'une pelouse toute blanche de neige, conduisait à de larges grilles de fer. À droite était un petit guichet en bois, d'où un sentier étroit, bordé de haies, conduisait à la porte de la cuisine. C'était l'entrée des fournisseurs. À gauche, une ruelle menant aux écuries. Mais cette ruelle était en dehors de la propriété, et publique, quoique peu fréquentée. Holmes nous quitta à la porte et fit lentement le tour de la maison. Puis il gagna la rue, revint par le sentier des fournisseurs au jardin situé derrière la maison,
et par les écuries arriva à la ruelle. Il resta si longtemps absent que M. Holder et moi, nous nous installâmes près du feu, dans la salle à manger, pour attendre son retour. Nous étions là depuis un instant, quand la porte s'ouvrit et une jeune fille entra. Elle était d'une taille plutôt au-dessus de la moyenne, mince, avec des yeux et des cheveux foncés, ressortant vivement sur son teint blanc et transparent. Je ne crois pas avoir jamais vu pareille pâleur chez aucune femme. Ses lèvres même étaient blanches, et ses yeux étaient rougis par les larmes. En la voyant entrer silencieusement dans la pièce, elle me sembla porter la trace d'un chagrin encore plus intense que celui du banquier. Cela frappait d'autant plus qu'elle semblait une femme de caractère, possédant une force d'âme peu commune. Sans s'inquiéter de ma présence, elle vint droit à son oncle et lui passa la main sur la tête en une caresse bien féminine. « Vous avez donné l'ordre de faire relâcher Arthur, n'est-ce pas, mon oncle ?»« Non, non, mon enfant. Il faut que cette affaire soit éclaircie à fond. Mais je suis sûr qu'il est innocent. Ce n'est, il est vrai, qu'un instinct de femme. Je sens qu'il n'a rien fait de mal, et que vous regretterez d'avoir agi si durement. Pourquoi refuse-t-il de parler s'il est innocent? Qui sait? Peut-être par colère d'être soupçonné. Comment ne pas le soupçonner en lui voyant le diadème entre les mains? Oh, il l'avait seulement pris pour le regarder. Je vous en supplie, croyez-moi, il est innocent. Laissez tomber l'affaire et qu'on n'en parle plus. C'est si horrible de penser que notre Arthur est en prison. Je n'arrêterai les recherches que quand les pierres auront été trouvées. Pas avant, Mary. Votre affection pour Arthur vous aveugle au point que vous en oubliez les conséquences terribles qui résulteront pour moi de cette affaire. Bien loin d'étouffer les choses, j'ai amené de Londres une personne qui m'aidera à pousser les recherches encore plus loin. C'est monsieur ici présent? Demanda-t-elle en se retournant vers moi. Non, son ami, il nous a prié de le laisser seul. Il a fait le tour de la maison par la ruelle des écuries. La ruelle, les noirs sourcils se froncèrent. Qu'espère-t-il trouver par là? Ah, le voici, je suppose. J'espère, monsieur, que vous réussirez à prouver ce dont j'ai la conviction que mon cousin Arthur est innocent de ce crime. Je partage tout à fait votre opinion, répondit Holmes, en allant secouer la neige de ses chaussures sur le paillasson. Je crois que j'ai l'honneur de parler à Miss Mary Holder. Pourrais-je vous poser une ou deux questions? Je vous en prie, monsieur, si cela peut servir à éclaircir cette triste affaire. Vous n'avez rien entendu la nuit dernière? Rien jusqu'à ce que mon oncle éleva la voix. Je l'entendis et je descendis aussitôt. C'est vous qui aviez fermé les fenêtres et les portes le soir. Aviez-vous assujetti toutes les fenêtres? Oui. L'étaient-elles encore ce matin? Oui. Une de vos femmes de chambre a un amoureux. Je crois que vous avez dit à votre oncle hier au soir qu'elle était sortie pour le rencontrer. Oui, et c'est elle-même qui avait servi le thé au salon et qui avait pu entendre mon oncle parler du diadème. J'y suis. Vous en déduisez qu'elle peut être sortie pour avertir son amoureux et qu'ils ont pu, à eux deux, organiser le vol. Mais à quoi bon toutes ces conjectures? S'écria le banquier avec impatience. Quand je vous dis que j'ai vu Arthur avec le diadème entre ses mains. Attendez un peu, monsieur Holder, nous y reviendrons. Et pour cette fille, Miss Holder, vous l'avez vue rentrer par la porte de la cuisine, je présume? Oui, quand j'allais voir si la porte était bien fermée pour la nuit, je la trouvai qui se glissait à l'intérieur. J'aperçus aussi l'homme dans l'obscurité. Le connaissez-vous? Oh oui, c'est le marchand qui nous apporte les légumes. Il s'appelle Francis Prosper. Il se tenait, dit Holmes, à gauche et à une certaine distance de la porte. Oui, à gauche. Et il a une jambe de bois. Une lueur d'effroi sembla passer dans les yeux de la jeune fille. Êtes-vous donc un magicien? Dit-elle. Comment savez-vous cela? Elle souriait, mais la face maigre et expressive de Holmes demeura impassible. Je voudrais bien maintenant monter au premier, dit-il. J'aurai probablement besoin de sortir de nouveau. Ah, je vais inspecter les fenêtres du rez-de-chaussée avant de monter. Il alla rapidement de l'une à l'autre, puis s'arrêta plus longuement à la grande baie qui donnait du vestibule dans la ruelle. Il l'ouvrit et examina soigneusement le rebord avec sa loupe. « Montons maintenant, dit-il enfin. » Le cabinet de toilette du banquier était une pièce simplement meublée, avec un tapis gris, un grand bureau et une haute glace. Holmes alla d'abord au bureau et en examina la serrure. « Quelle clé a-t-on employée pour l'ouvrir? » Celle que mon fils lui-même a indiquée, celle de l'armoire de la chambre à débarras.
L'avez-vous là? C'est celle qui est sur la toilette. Sherlock Holmes la prit et ouvrit le bureau. C'est une serrure silencieuse. Il n'est pas étonnant que cela ne vous ait pas réveillé. Cette boîte, je pense, renferme le diadème. Voyons-le. Il ouvrit l'écrin et, sortant le diadème, le posa sur la table. C'était un magnifique spécimen de l'art du joaillier, et les 36 pierres étaient les plus belles que j'ai jamais vues. Sur l'un des côtés, il était tordu. Il en manquait même à l'extrémité un morceau, celui précisément sur lequel étaient enchâssées les 3 pierres manquantes. Là, monsieur Holder, dit Holmes. Voici le coin qui fait pendant à celui qui est si malheureusement perdu. Pourrais-je vous demander de le casser? Le banquier recula d'horreur. Jamais, dit-il, je n'oserais même essayer. Eh bien, je vais l'oser. Holmes y mit toute sa force, sans aucun résultat. Je sens que cela cède un peu, dit-il, mais quoique j'aie les doigts extrêmement forts, il me faudrait beaucoup de temps pour réussir. Un homme ordinaire ne pourrait pas. Et qu'arriverait-il, à votre avis, monsieur Holder, si je le cassais? Cela ferait un bruit comme un coup de pistolet. Allez-vous me dire que tout cela s'est passé à quelques pas de votre lit et que vous n'en avez rien entendu? Je ne sais que penser. Tout cela est de plus en plus obscur. Mais tout s'éclaircira au fur et à mesure que nous examinerons l'affaire. Qu'en pensez-vous, Miss Holder? J'avoue que je partage toujours la perplexité de mon oncle. Votre fils n'avait ni chaussures ni pantoufles quand vous l'avez vu. Il n'avait absolument que son pantalon et sa chemise. Je vous remercie. Nous avons été certainement favorisés par une chance extraordinaire dans toute cette enquête. Et ce sera bien notre faute si nous n'arrivons pas à la vérité complète. Avec votre permission, monsieur Holder, je vais continuer mes investigations au dehors. Il alla seul, à sa demande, car il expliqua que de nouvelles marques de pas rendraient sa tâche plus difficile. Après 1 heure, peut-être plus, il revint les pieds couverts de neige, le visage plus impénétrable que jamais. « Je crois que j'ai vu maintenant tout ce qu'il y avait à voir, monsieur Holder, dit-il. Je vous serai plus utile en rentrant chez moi. Mais les pierres, monsieur Holmes, où sont-elles? Je ne puis vous le dire. » Le banquier se tordit les mains. « Je ne m'y reverrai plus jamais, criait-il. Et mon fils, me donnez-vous de l'espoir? Mon opinion n'a changé en rien. Alors, au nom du ciel, qu'est-ce que cette sombre tragédie qui s'est passée chez moi la nuit dernière? Si vous voulez venir jusqu'à mon domicile de Baker Street, demain matin, entre 9 et 10 heures, je serai heureux de pouvoir tout vous expliquer. Si j'ai bien compris, vous me donnez carte blanche pour agir en votre nom, pourvu que je retrouve les pierres, et vous ne me fixez pas de limite pour la dépense? Je donnerai ma fortune pour les retrouver. Très bien. J'examinerai la question d'ici à demain. Au revoir. Il est bien possible que j'aie à revenir ici avant la nuit. Il était évident pour moi que mon compagnon avait déjà son opinion faite, quoique je ne pusse même entrevoir la solution. Plusieurs fois, pendant le trajet du retour, je tentais de le sonder là-dessus, mais il passait toujours à un autre sujet, et je finis par y renoncer. Il n'y était pas encore 3 heures quand nous rentrâmes. Il alla droit à sa chambre et en ressortit au bout de quelques minutes, habillé comme un vulgaire vagabond, avec son collet relevé, sa veste luisante aux coutures, son foulard rouge et ses bottines usées. Il en était le type accompli. « Je crois que cela ira, » dit-il en jetant un coup d'œil sur la glace au-dessus de la cheminée. « Je voudrais que vous puissiez venir avec moi, Watson, mais je crains que ce ne soit nuisible. Suis-je sur la vraie piste ou n'est-ce qu'à l'heure? En tout cas, je le saurai bientôt. J'espère revenir sous peu. » Il alla au buffet, se coupa une tranche de bœuf, qu'il plaça en sandwich entre 2 morceaux de pain, et mettant ce repas sommaire dans sa poche, il partit en expédition. Je venais de prendre mon thé de 5 heures quand il revint, de fort bonne humeur, et en tenant au bout des doigts une vieille bottine à élastique. Il la jeta dans un coin et se servit une tasse de thé. « Je ne suis entré qu'en passant, » dit-il. Je continue. « Où cela? » « Oh, de l'autre côté du West End. Je serai peut-être absent quelque temps. Ne m'attendez surtout pas. Et comment cela va-t-il? Oh, comme cela. Je n'ai pas à me plaindre. Je suis retourné à Astréatham depuis que je vous ai quitté, mais sans entrer dans la maison. C'est un charmant petit problème que je suis bien heureux d'avoir eu à résoudre. Mais je n'ai pas le temps de bavarder. Je vais ôter ces vêtements de douteuse apparence et redevenir mon très respectable moi-même. Je voyais bien à ses manières qu'il avait de meilleures raisons d'être satisfait qu'il ne le disait. Ses yeux pétillaient, et ses joues, si blêmes d'ordinaire,
étaient légèrement colorés. Il monta chez lui rapidement. Quelques minutes plus tard, j'entendis fermer violemment la porte de la rue. Il était reparti pour cette chasse qui le passionnait à un si haut degré. Je l'attendis jusqu'à minuit, et ne le voyant pas venir, je rentrai dans ma chambre. Je l'avais souvent vu rester dehors plusieurs jours et plusieurs nuits de suite, lorsqu'il était sur une piste chaude, de sorte que son retard ne m'étonna pas. Je ne sais pas à quelle heure il rentra, mais quand je descendis déjeuner, le lendemain matin, il était là, aussi frais et dispos que possible, une tasse de café d'une main, son journal de l'autre. Vous m'excuserez d'avoir commencé sans vous, Watson, me dit-il, mais vous vous rappelez que notre client doit venir d'assez bonne heure ce matin. C'est vrai qu'il est déjà 9 heures passées, répondis-je. Je crois même que le voilà. Il me semble avoir entendu sonner. C'était en effet notre ami le financier. Je fus frappé du changement qui s'était fait en lui, car son visage, naturellement large et massif, était comme réduit et ratatiné. Ses cheveux semblaient même avoir blanchi. Il entra avec une paresse et une léthargie qui étaient encore plus pénibles à voir que sa violence de la veille, et il tomba lourdement dans le fauteuil que je lui avançai. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour être si cruellement éprouvé, dit-il. Il y a 2 jours seulement, j'étais un homme heureux et prospère, sans un souci au monde. Aujourd'hui, il ne me reste plus qu'une vieillesse solitaire et déshonorée. Il y a chez moi malheur sur malheur. Ma nièce, Marie, m'a abandonné. Abandonné? Oui. Son lit n'a pas été défait cette nuit. Sa chambre était déserte ce matin, et il y avait une lettre pour moi sur la table du vestibule. Je lui avais dit hier, tristement mais sans colère, que si elle avait épousé mon fils, tout ceci ne serait pas arrivé. C'était une parole irréfléchie. C'est à cela qu'elle fait allusion dans sa lettre. Mon oncle chéri, je sens que j'ai été la cause de votre malheur et que si j'avais agi différemment, tout cela ne serait pas arrivé. Je ne puis plus jamais, avec cette idée, être heureuse sous votre toit. Et il faut que je vous quitte pour toujours. Ne vous inquiétez pas de mon avenir, il est assuré, et surtout, ne me cherchez pas. Ce serait peine perdue, et un mauvais service à me rendre. À la vie, à la mort, je suis toujours votre affectionné. Harry. Qu'est-ce que cette lettre veut dire, monsieur Holmes? Croyez-vous qu'elle indique un suicide? Non, non, pas du tout. Et c'est peut-être la meilleure des solutions. Je crois pouvoir vous dire, monsieur Holder, que vous touchez à la fin de vos malheurs. Ah, vous croyez? Qu'avez-vous appris, monsieur Holmes? Savez-vous où sont les pierres? Donneriez-vous 1000 livres pour chacune d'elles? J'en donnerais 10. Ce serait inutile. 3000 livres suffiront. Il y a aussi une petite récompense, je crois. Avez-vous votre carnet de chèques? Voici une plume. Faites-le de 4000 livres. Le banquier, tout étourdi, signa le chèque demandé. Holmes alla à son bureau et en tira un petit morceau d'or taillé en triangle avec 3 pierres incrustées. Il le jeta sur la table. Avec un cri de joie, notre client s'en empara. « Vous l'avez !» dit-il haletant. « Je suis sauvé! Je suis sauvé !» La réaction fut aussi violente que le chagrin l'avait été, et le pauvre homme pressait les pierres retrouvées sur sa poitrine. « Vous avez une autre dette, monsieur Holder, » dit Sherlock Holmes, avec une certaine gravité. « Une dette. » Il saisit la plume. « Dites la somme, et je paierai. »« Non, pas à moi. Vous devez de très humbles excuses à ce noble garçon, votre fils, qui s'est conduit comme je serais fier de voir mon fils se conduire, si jamais j'en avais un. Alors, ce n'est pas Arthur qui avait pris les pierres? Je vous ai dit hier, et je vous répète aujourd'hui, que ce n'est pas lui. Vous en êtes sûr? Alors courons tout de suite lui apprendre que la vérité est découverte. Il le sait déjà. Après avoir tout tiré au clair, j'ai eu une entrevue avec lui, et voyant qu'il ne voulait pas parler, je lui ai tout dit. Il a dû m'avouer que j'avais raison, et m'a donné les quelques détails qui me manquaient encore. Maintenant, peut-être, consentira-t-il à vous parler? Au nom du ciel, expliquez-moi donc cet extraordinaire mystère. Tout de suite, et je vous raconterai même comment je suis arrivé à la vérité. Mais laissez-moi vous dire d'abord le plus pénible pour vous et pour moi. Il y a eu entente entre Sir George Burnwell et votre nièce Marie. Ils se sont enfuis ensemble. Ma Marie, impossible. C'est malheureusement plus que possible, c'est certain. Ni vous, ni votre fils ne connaissiez le vrai caractère de cet homme que vous avez admis dans votre intimité. C'est l'un des hommes les plus dangereux d'Angleterre, un joueur ruiné, un misérable absolument désespéré, un homme sans cœur ni conscience.
Votre nièce ne savait pas ce que sont de tels hommes. Quand il lui murmurait des paroles d'amour, les mêmes qu'il a murmurées à tant d'autres femmes avant elle, elle croyait avoir seule réussi à toucher son cœur. Satan inspirait ce misérable. À la fin, la malheureuse devint un jouet entre ses mains. Elle avait chaque soir des rendez-vous avec lui. Je ne peux pas, je ne veux pas croire cela, s'écria le banquier, dont le visage était devenu livide. Eh bien, moi je vais vous dire ce qui s'est passé chez vous l'autre nuit. Votre nièce, quand elle vous a cru rentrer dans votre chambre, est descendue doucement et est allée causer avec son amoureux à la fenêtre qui donne sur la ruelle. La marque de ses pieds a complètement traversé la neige, ce qui prouve qu'il est resté là fort longtemps. Elle lui parla du diadème. Lui, dont la hideuse passion pour l'or s'anima à cette nouvelle, plia votre nièce à sa volonté. Je ne doute pas qu'elle ne vous aime, mais il y a des femmes chez qui l'amour d'un homme domine les autres affections. Je pense qu'elle doit être de celle-là. Elle avait à peine fini d'écouter ses instructions qu'elle vous vit descendre. Elle ferma la fenêtre rapidement et vous raconta l'escapade d'une des filles de chambre avec son amoureux à la jambe de bois. Escapade qui était vraie d'ailleurs. Votre fils Arthur alla se coucher après sa conversation avec vous, mais il dormit mal à cause de l'ennui que lui causaient ses dettes de jeu. Au milieu de la nuit, il entendit un pas léger devant sa porte. Il se leva et, regardant dans le corridor, il fut très surpris d'y voir sa cousine marchant avec précaution et entrant dans votre cabinet de toilette. Pétrifié d'étonnement, il passa un vêtement et attendit dans l'ombre la suite de cette étrange aventure. Votre nièce ressortit bientôt de la pièce en question, et à la lueur de la lampe du corridor, votre fils la vit emportant le précieux diadème. Elle descendit. Lui, tremblant d'horreur, la suivit et, caché derrière un rideau, vit ce qui se passait dans le vestibule. Elle ouvrit doucement la fenêtre, remit le diadème à quelqu'un qui se cachait dans l'ombre, referma et rentra chez elle, frôlant de près votre fils, toujours caché derrière son rideau. Tant qu'elle était là, il ne pouvait rien faire sans perdre la femme qu'il aimait. Mais dès qu'elle eut disparu, il comprit quel malheur terrible c'était pour vous et quelle importance il y avait à le conjurer. Il se précipita, tel qu'il était, nu-pied, à la fenêtre, sauta dans la neige et courut dans la ruelle, où il apercevait une ombre au clair de lune. Sir George Burnwell chercha à s'enfuir, mais Arthur le rattrapa. Il y eut une lutte entre eux, votre fils tirant le diadème d'un côté et son adversaire de l'autre. Dans la mêlée, il frappa Sir George et le blessa au-dessus de l'œil. Quelque chose céda soudain, et votre fils, serrant le diadème entre les mains, se sauva, ferma la fenêtre et remonta chez vous. Il venait de s'apercevoir que le diadème avait été tordu dans la lutte et cherchait à le redresser quand vous êtes arrivé. « Est-ce possible ?» murmura le banquier. « Vous avez excité sa colère en l'injuriant au moment où il pensait qu'il venait de mériter vos plus chaudes félicitations. Il ne pouvait dire la vérité sans trahir quelqu'un qui certainement ne méritait pas tant de considération. Mais il prit le parti le plus chevaleresque et garda son secret. Et c'est pour cela qu'elle fondit en larmes et s'évanouit en voyant le diadème, s'écria M. Holder. « Oh mon Dieu, quel fou aveugle j'ai été !» Et il demandait la permission de sortir 5 minutes. Le cher enfant voulait chercher si le morceau brisé n'était pas tombé par terre, comme je l'ai faussement et cruellement jugé. Quand j'arrivai à la maison, continua Holmes, j'en fis le tour très soigneusement pour voir si quelques traces dans la neige pourraient m'éclairer. Je savais qu'il n'était pas tombé de neige depuis la veille, et aussi qu'une forte gelée avait dû conserver les empreintes. Le long du sentier des fournisseurs, tout était piétiné et méconnaissable. Un peu plus loin, cependant, au-delà de la porte de la cuisine, une femme avait stationné et causé avec un homme qui avait laissé d'un côté une marque de jambe de bois. Je pouvais même reconnaître qu'ils avaient été dérangés, car la femme avait couru rapidement à la porte, ce que révélaient les empreintes. Elles étaient profondes à la pointe du pied et légères au talon. Jambe de bois, lui avait attendu un instant avant de partir. Je pensais que ces deux individus pouvaient être la femme de chambre et l'amoureux dont vous m'aviez parlé, et l'enquête l'a prouvé du reste. Je parcourus le jardin sans rien trouver que des pistes tracées au hasard et qui devaient provenir de la police. Mais dans la ruelle, menant aux écuries, une longue et complexe histoire était écrite dans la neige, sous mes yeux. Il y avait une double piste de pas d'un homme chaussé et une seconde double piste provenant d'un homme qu'à ma joie je reconnus avoir été nu-pied. Je fus tout de suite convaincu
d'après ce que vous m'aviez dit, que cet homme n'était autre que votre fils. Le premier avait marché à l'aller et au retour, mais l'autre avait couru rapidement, et ses marques recouvrant parfois celles du premier, il était évident qu'il l'avait suivi. Je remontai cette piste, et elle me conduisit à la fenêtre du vestibule, où l'homme aux bottines avait fait fondre la neige, preuve qu'il avait séjourné là assez longuement. Ensuite, je repris mon contre-pied jusqu'à environ 100 mètres dans la ruelle. Là, les bottines avaient fait face à l'ennemi. La neige avait été piétinée comme dans une lutte, et quelques gouttes de sang me montraient que je ne m'étais pas trompé dans mes conjectures. L'homme aux bottines avait encore couru dans la ruelle, et de nouvelles traces de sang montraient que c'était lui qui avait été blessé. Lorsque j'arrivai à la grande route, les traces se perdaient, le trottoir ayant été balayé. En entrant dans la maison, j'avais examiné à la loupe, vous vous le rappelez, le rebord et la boiserie de la fenêtre du vestibule. Je pus distinguer le contour d'un pied humide rentrant. Je pouvais dès lors me former une opinion sur ce qui s'était passé. Un homme s'était posté à la fenêtre. Quelqu'un lui avait apporté le diadème. Votre fils avait entendu du bruit et, ayant vu ce qui se passait, avait poursuivi le voleur. Il avait lutté avec lui, chacun tirant de son côté sur le joyau de toutes ses forces. C'est ainsi qu'ils avaient pu réussir à le briser. Ensuite, votre fils était revenu avec sa prise, mais non sans en laisser un fragment entre les mains de son adversaire. Jusque-là, rien de plus clair. Restait à savoir qui était l'homme et qui lui avait apporté le diadème. J'ai depuis longtemps pour principe que quand vous avez exclu l'impossible, ce qui reste, quelque improbable que ce soit, est pourtant la vérité. Je savais que ce n'était pas vous qui aviez apporté le diadème au dehors, il ne restait donc que votre nièce et les domestiques. Mais si c'étaient les domestiques, pourquoi votre fils se serait-il laissé accuser à leur place? Il n'y avait aucune raison pour cela, tandis qu'il y avait dans son amour pour sa cousine une excellente raison de garder le secret, d'autant plus que ce secret entraînait le déshonneur. Lorsque je me rappelai que vous aviez vu la jeune fille à la fenêtre et qu'elle s'était évanouie en revoyant le diadème, ma conjecture devint une certitude. Et quel pouvait être son complice? Un amoureux, évidemment, le seul être qui pût lui faire oublier l'affection et la reconnaissance qu'elle vous devait. Je savais que vous sortiez peu, et que votre cercle d'amis était très restreint. Mais parmi eux était Sir George Burnwell. J'avais entendu parler de lui comme d'un homme de mauvaise réputation. L'homme aux bottines ne pouvait être que lui. Les bijoux devaient être entre ses mains. Même reconnu par Arthur, il pouvait se croire en sûreté, car il était impossible que votre fils le dénonçât sans compromettre sa propre famille. Maintenant, vous devinez facilement les moyens que j'employais. J'allais sous le déguisement d'un vagabond à la maison de Sir George. Je fis la connaissance de son valet de chambre, qui m'apprit que son maître s'était blessé à la tête la nuit précédente, et finalement, pour la modeste somme de 6 shillings, j'acquis une preuve irrécusable en acquérant une paire de ses vieilles chaussures. Je les apportai à Streatham et vis qu'elles s'adaptaient exactement aux marques que j'avais constatées dans la neige. J'ai vu un vagabond de mauvaise tournure dans la ruelle, hier après-midi, précisément. C'était moi. Ayant trouvé mon homme, je rentrai et changeai d'habit, mais le plus délicat restait encore à faire. Il ne fallait pas de poursuite pour éviter le scandale, et je savais qu'un misérable aussi retors que Sir George comprendrait ce qui nous liait les mains. J'allais le voir. D'abord, naturellement, il nia tout. Puis, lorsque je lui dis point pour point tout ce qui s'était passé, il voulut faire du tapage et arracha un poignard d'une panoplie. Mais je connaissais mon homme, et je lui mis un pistolet sous le nez avant qu'il pût bouger. Il devint alors un peu plus raisonnable. Je lui dis que nous lui paierions bien les pierres qu'il avait en sa possession, 1000 livres chacune. Cela lui arracha les premières marques de regret qu'il ait montrées. « Le diable m'emporte, dit-il. J'ai lâché les 3 pour 600 livres. » J'obtins facilement de lui l'adresse du receleur, en lui promettant qu'il ne serait pas poursuivi. J'y allai aussitôt, et après bien des marchandages, j'obtins les pierres pour 1000 livres pièce. Alors j'allai voir votre fils, lui dis que tout était arrangé, et enfin je rentrai me coucher à 2 heures du matin, après ce que je puis appeler une bonne journée de travail. Une journée qui a épargné à l'Angleterre un gros scandale politique, dit le banquier en se levant. Monsieur, je ne trouve pas de mots pour vous remercier, mais vous n'avez pas affaire à un ingrat. Votre habileté a dépassé tout ce que j'avais entendu dire de vous. Et maintenant, il faut que je coure.
Demandez à mon cher fils de me pardonner les torts que j'ai eus envers lui. Quant à ce que vous me dites de la pauvre Marie, cela me fend le cœur. Toute votre science ne pourrait me faire savoir où elle est maintenant. Je crois que nous pouvons dire avec certitude qu'elle est là où se trouve Sir George Burnwell. Il est certain que, quelles qu'aient été ses fautes, elle en recevra bientôt une punition plus que suffisante.